Salut, salut, salut. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On va parler de SpaceX et de son IPO qui va avoir lieu en 2026. Comme vous le savez, SpaceX, c'est l'entreprise d'Elon Musk. Donc on va avoir le temps d'en parler au cours de la conférence. Mais ce que vous devez savoir, c'est la raison pour laquelle nous faisons ce live, c'est parce que SpaceX devrait entrer en bourse courant juin 2026. Les dossiers ont été envoyés à la SEC. La SEC est en train de les réviser. Les investisseurs ont reçu les dépliants et le 1er juin, SpaceX va être disponible sur les places boursières. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut se préparer à acheter du SpaceX dès son entrée en bourse? Donc, c'est la question que nous nous posons et c'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette conférence. Alors, c'est parti. Passons à la première partie. Qu'est-ce que nous allons voir dans cette conférence? Nous allons parler de SpaceX, ce que c'est vraiment, parce que SpaceX, ce n'est absolument pas juste des fusées. Ensuite, nous allons parler des vrais chiffres financiers, revenus, profits, valorisation. Ensuite, nous allons parler des risques que personne ne vous dit. Nous allons aussi émettre plusieurs scénarios en fonction des probabilités. Un scénario bull, un scénario de base, un scénario bear et un scénario catastrophe. Nous allons voir ce qu'il ne faut surtout pas faire à l'IPO et nous allons voir une stratégie smart qui est potentiellement celle de jouer l'écosystème. Donc, on a une conférence chargée. Comme le dit Laurent, mettez bien votre ceinture parce que ce soir, nous nous envolons dans l'espace. C'est parti les amis, let's go. L'histoire de SpaceX. En 2002, Elon Musk a vendu PayPal pour 1,5 milliard de dollars. Il a récupéré sur cette vente environ 175 à 180 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plusieurs fondateurs. Ok, dans PayPal, ils étaient 6 ou 7. Il y avait notamment Peter Thiel. Et vous voulez savoir quelque chose? Petite anecdote, il va y en avoir pas mal au cours du live. Eh ben, Peter Thiel, c'est celui qui a créé l'entreprise Palantir. Vous savez, Palantir, ce sont des logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle d'Anthropic, mais qui utilisent aussi des softwares extrêmement développés pour justement trier et analyser toute la data. Donc, la data satellite, la data des radars, la data des écoutes téléphoniques, les données qu'on peut retrouver sur Internet. Palantir les analyse et ensuite, eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, prend des décisions. Palantir a d'énormes contrats avec le gouvernement américain, notamment avec le Pentagone, car Palantir sert dans la guerre. Palantir a servi à tuer le Khomeini, l'ayatollah Khomeini, le premier jour de la guerre. Ok, donc Peter Thiel, en fait, il était associé à Elon Musk sur PayPal et ils se sont embrouillés. Pourquoi ils se sont embrouillés? Parce que Elon Musk voulait rebaptiser PayPal X, sauf que Peter Thiel ne voulait pas. Pour vous montrer à quel point ces personnes peuvent être susceptibles. Quand vous arrivez dans une sphère aussi haute que celle-ci, eh bien, ces personnes peuvent être susceptibles. Donc ensuite, Elon Musk, eh bien, il a tout simplement décidé d'investir 100 millions de dollars pour fonder SpaceX. Et son objectif, eh bien, rendre l'espace accessible, ou plutôt devrais-je dire coloniser Mars. Il faut savoir que Riel, je ne sais plus exactement comment ça se prononce, mais c'est le père d'Elon Musk, il a nommé Elon par rapport à un roman de l'époque où la Terre, où il y avait une apocalypse. Dans le roman, il y avait une apocalypse. Et en fait, eh bien, Elon, lui, trouvait un moyen d'aller sur une autre civilisation, d'aller dans l'espace, d'aller sur Mars pour justement sauver l'humanité. Donc, en fait, il y a déjà ce rapport dès son plus jeune âge entre Elon Musk et l'espace. Après, ses relations avec son père avaient été extrêmement mauvaises. Mais c'est pour vous raconter la petite histoire. Donc, Elon Musk, il décide de faire un all-in sur SpaceX parce qu'il y croit et parce que pour lui, le futur, eh bien, il se trouve dans l'espace. Pour monter une entreprise spatiale, eh bien, il a besoin de fusées. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf là, au début, les fusées, il ne les a pas. Donc, il a une idée. Et si j'allais acheter des missiles balistiques intercontinentaux à l'ancienne Union soviétique, donc à l'ancienne URSS, parce que vous savez, en 1990, lorsqu'il y a eu la chute de l'URSS, eh bien, il y a énormément de stocks militaires qui sont restés sur place et il y a eu énormément d'ailleurs de trafic d'armes. Il y a quelqu'un qui est très connu, qui a fait énormément d'argent avec le trafic d'armes, les anciennes armes de l'Union soviétique. Donc Elon Musk, il s'est rendu en Russie avec
son premier ingénieur, il a négocié. Il a rencontré quelqu'un, il a essayé de négocier. Il lui a dit clairement, ouais, moi, je veux vous acheter des missiles balistiques intercontinentaux pour en faire des fusées pour coloniser l'espace. Et la personne lui a clairement ri au nez. La personne ne l'a pas pris au sérieux. Donc Elon Musk, il est retourné bredouille aux États-Unis, sauf que son associé, pas réellement associé, son ingénieur du moment, la seule personne avec qui il avait commencé de travailler, eh bien, il raconte lui-même, pendant tout le vol retour, Elon Musk était sur son ordinateur en train de taper. Et à un moment donné, il m'a adressé la parole et il m'a dit, écoute, j'ai la solution. Les fusées, nous allons les fabriquer nous-mêmes. Sauf que les fusées, ça coûte cher. Et Elon Musk, lui, il voulait directement abaisser le coût des fusées. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard, d'accord? Donc, en 2006, il a effectué son premier lancement, le Falcon 1. Ça a été un échec. Au bout de 5 secondes de lancement, la fusée a littéralement explosé en l'air. Ensuite, en 2007, on a eu le deuxième lancement, qui a encore une fois été un échec. Au moment de la séparation du booster, donc en fait, sur une fusée, vous avez la fusée et vous avez des boosters. Booster, c'est l'étage numéro 1, voire même l'étage numéro 2. Et ça, c'est ce qui se détache et c'est ce qui après peut réatterrir. OK? Encore une fois, c'est un échec. En 2008, il effectue son troisième lancement. Et une nouvelle fois, eh bien, c'est un échec. Sauf qu'en 2008, ça craint parce que SpaceX et Tesla sont au bord de la faillite. Musk vit en 2008 aussi une séparation, donc il doit vendre énormément de biens personnels. Il vit un divorce, donc il a dû donner une partie de son argent à son ex-femme. Ok, donc c'est un échec. Et puis là, il est littéralement au bord de la faillite. Tout le monde pense, ouais, Musk, tu ne réussiras pas, c'est impossible. D'ailleurs, juste avant, il était allé voir en Europe, il était allé voir les dirigeants de Ariane. Je ne sais pas si vous connaissez Ariane. Ariane, en gros, ce sont les fusées européennes. Et il avait dit, écoutez, moi, je vais faire des fusées qui vont coûter beaucoup moins cher que les vôtres par kilogramme transporté dans l'espace et qui vont potentiellement aussi revenir sur Terre. Et Ariane, toutes les personnes qui travaillaient à Ariane à ce moment-là, lui avaient ri au nez, lui avaient dit, écoute, Elon, c'est n'importe quoi ce que tu dis, c'est littéralement impossible. En gros, personne ne croyait en lui. Et là, eh bien, il faut savoir que son premier lancement, il avait été effectué en Floride, dans le centre de la NASA. Sauf que après son premier échec, explosion de la fusée, la NASA lui a dit, écoute, mon petit, va faire tes expériences ailleurs, va faire exploser tes fusées ailleurs. Nous, tu nous embêtes ici. Donc, Elon Musk, il a dû s'isoler avec toute son équipe d'ingénieurs sur les îles Marshall. Les îles Marshall, c'est très, très loin, c'est isolé dans le Pacifique, c'est au milieu de nulle part. Et en fait, pourquoi c'est bien? Parce que c'est sur la ligne d'équateur. Et sur la ligne d'équateur, eh bien, c'est là où tu es, entre guillemets, le plus proche de l'espace, de potentiellement envoyer quelque chose qui va potentiellement être mis en orbite. OK? Et donc là, après ces 3 lancements, SpaceX est au bord de la faillite, Tesla est au bord de la faillite, Musk est au bord de la faillite. Il lui reste 30 millions de dollars et il dit, écoutez, on va faire un 4e test. Et là, il fait un 4e lancement. Et boum, succès, première fusée, c'est la première fusée privée en orbite, Falcon 1. La NASA lui donne immédiatement un contrat de 1,6 milliard de dollars pour 12 allers-retours de navitaillement jusqu'à l'ISS, donc l'International Space Station. Et donc là, SpaceX est directement sauvé. Ensuite, il va bien évidemment enchaîner, enfin bien évidemment, non, il va y avoir quand même beaucoup d'échecs, mais il va enchaîner quelques succès. Ok, en 2012, on a Dragon qui rejoint l'ISS. C'est le premier vaisseau commercial à le faire. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'astronautes dedans. C'était seulement du matériel. Donc, il a utilisé sa Falcon 1 pour lancer Dragon. Et puis, Dragon, après être entré dans l'espace, eh bien, boum, a réussi à rejoindre l'ISS, donc la Station spatiale internationale. Ensuite, en 2015, premier atterrissage d'un booster Falcon 9. Réutilisabilité. Et là, encore une fois, j'ai une petite anecdote à vous dire, puisque vous devez connaître le fameux Jeff Bezos, donc le créateur de Amazon. Et en fait, Jeff Bezos, lui aussi, il a créé sa société de fusée spatiale avant celle d'Elon Musk, hein, donc dans les années 2000, si je dis pas de bêtises, 2001, 99-2001. Mais tranquillement, enfin, il l'a dit à personne, c'était un secret, et que ça s'appelle Blue Origin. Et en fait,
quelques temps avant que Elon Musk réussisse à faire atterrir un booster Falcon 9, eh bien, Jeff Bezos avait réussi à le faire avec Blue Origin. Sauf que vous voyez, quand vous arrivez dans l'espace, eh bien, vous avez plusieurs couches. Donc, on appelle ça la phase 1, la phase 2, etc., etc. Jeff Bezos, lui, il avait envoyé, boum, ça avait à peine dépassé la première couche. Donc, c'était à peine allé dans l'espace que c'était directement redescendu. Tandis que Elon Musk, lui, eh bien, avec Falcon 9, il a réussi à faire un vrai trajet jusque dans l'espace, vraiment dans l'espace. Et ensuite, il a réussi à faire réatterrir son booster. OK? Et donc là, ça a été un game changer puisque ça a été le début de la réutilisabilité. Ensuite, en 2020, on a le Crew Dragon, premier astronaute US lancé depuis le sol américain depuis 2011 avec les fusées de SpaceX. OK, donc ça a été 2 personnes, 2 Américains. Ça, c'est via le contrat qu'il avait entre SpaceX et la NASA. Donc, il a réussi à envoyer 2 astronautes dans l'espace. Ensuite, en 2023, je ne l'ai pas noté, mais j'aurais pu le noter. C'est un fait qui est relativement marrant. C'est qu'il a envoyé une Tesla Roadster en orbite dans l'espace. OK? Donc, il a pris sa fusée, il a accroché sa Tesla, il a mis un mannequin. D'ailleurs, on l'appelle le Starman, le mannequin. Il l'a mis dans la Tesla Roadster et bam, ça a décollé. Et maintenant, la Tesla, elle est peut-être au-dessus de moi ou au-dessus de l'un d'entre vous en ce moment même. OK? Ensuite, en 2025, eh bien, il a eu 165 lancements, plus de 10 millions d'abonnés sur Starlink. Donc, on en parlera juste après de Starlink. Une valorisation 1,25 trillion de dollars. Et il a fusionné avec son entreprise d'intelligence artificielle xAI. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, Elon Musk est passé par plusieurs échecs consécutifs, voire même la faillite, avant de devenir l'entreprise spatiale la plus valuable de toute l'histoire de l'humanité. OK? Donc, c'était pour la petite histoire de SpaceX. Maintenant, nous allons parler d'Elon Musk, du bonhomme. Donc, il a fondé PayPal en 1999 et en 2002, ils l'ont revendu. Ils l'ont revendu 1,5 milliard de dollars à eBay. Ensuite, il a lancé Tesla en 2004 et aujourd'hui, en 2026, eh bien, c'est toujours présent. Il est passé tout proche de la faillite en 2008 et aujourd'hui, Tesla, ça vaut plus de 1 trillion de dollars de market cap. Tout le monde disait que les véhicules électriques, c'était impossible, c'était pas tendance. Il était le premier à les faire. Hein. Et puis maintenant, eh bien, tout le monde veut des véhicules électriques et tout le monde veut faire des véhicules électriques. Ensuite, SpaceX, il a monté ça en 2002. Il a vécu 3 gros échecs. Alors, il a même vécu plusieurs échecs, hein, puisqu'il y a eu d'autres fusées qui ont explosé entre-temps. Mais il a réussi. En tout cas, c'est parce qu'il les améliore, parce qu'il ajoute des nouvelles choses, parce qu'il veut qu'elles puissent aller plus loin, transporter plus de kilogrammes, ajouter des boosters, etc., etc. Enlever des matériaux, il veut réduire le prix au maximum. Mais après, il a réussi et maintenant, il a une boîte qui vaut, c'est ce qu'on va voir, 1,75 trillion à l'IPO. Tout le monde disait que faire des fusées, c'était beaucoup trop cher et c'était impossible, que le domaine spatial était beaucoup trop compliqué. Et finalement, eh ben, lui, il est arrivé et maintenant, il domine le domaine. Et il a lancé Starlink. Et c'est très important de connaître Starlink parce que vous vous en rendrez compte juste après, c'est potentiellement la clé de SpaceX. Starlink, c'est une constellation de satellites. On en reparlera juste après. Il a lancé ça en 2019 et aujourd'hui, en 2025, eh bien, nous sommes à 11 milliards de dollars par an de revenus générés, OK, de MRA. ARR, pardon, Annual Revenue Recurrent. Tous les ans, avec Starlink, il fait 11 milliards par an, à moins qu'il augmente. Et c'est d'ailleurs un des objectifs. Donc, Starlink, c'est de l'Internet satellite. OK, ce sont des satellites qui sont en constellation au-dessus de nous et qui permettent, via ensuite des antennes qui vont être mises sur Terre, eh bien, de capter Internet. C'est d'ailleurs utilisé en Ukraine à l'heure actuelle ou encore en Iran. D'ailleurs, les gardiens de la révolution en Iran font la guerre à toutes celles et ceux, à tous les Iraniens qui s'achètent Starlink pour avoir Internet. Et c'est aussi utilisé du coup en Ukraine, parce que vous savez, il y a la guerre russo-ukraine et Starlink fournit Internet à l'armée ukrainienne. Sans Starlink, à mon avis, la Russie aurait pris beaucoup plus de terrain et donc beaucoup plus de victoires. Et maintenant, eh bien, il a plus de 10 millions de clients. Bill Gates, pour la petite histoire, Bill Gates a shorté Tesla et a perdu. Gates a pris un short de 500 millions de dollars sur Tesla et il a perdu 1,5 milliard. Ça a été confirmé par Walter Isaacson.
Et quand Musk l'a appris, il a dit « Je ne peux pas prendre au sérieux ta philanthropie climat quand tu paries massivement contre Tesla. » Ben oui, parce que vous savez, Bill Gates, il a une association pour aider les pays africains, se battre pour l'écologie, contre les réchauffements climatiques. Et puis derrière, eh ben, Bill Gates, il va parier contre Tesla. Tesla qui fait des voitures électriques et qui sont censées être écologiques. OK ? Donc, on a remarqué une pattern d'Elon Musk, c'est qu'il livre toujours en retard, mais par contre, il livre toujours. Et à chaque fois que des personnes tentent de shorter Elon Musk, eh ben, ils se font détruire. OK, je vous donne un exemple avec le Cybertruck, il a eu, si je dis pas de bêtises, il a eu 2 ou 3 ans de retard. OK, et pourtant, il est quand même arrivé. Sur certaines fusées, certaines missions spatiales, il y a eu du retard. Par contre, Elon Musk a toujours délivré. Donc maintenant, nous allons voir que SpaceX n'est pas ce que vous croyez. Quand on dit SpaceX à quelqu'un, eh bien, il pense directement à Elon Musk fusée. Alors que les fusées, c'est une infime partie de ce que représente SpaceX. SpaceX est un opérateur télécom spatial déguisé en entreprise de fusée. Dans la constellation SpaceX, eh bien, nous avons Starlink. Starlink qui représente environ 61% du chiffre d'affaires total de SpaceX, ok, avec environ 11 milliards de dollars sur l'année 2025. Les lancements, Falcon 9, Falcon Heavy, etc., ça représente environ 5,5 milliards de chiffre d'affaires, soit 31% de la boîte. Et derrière, eh bien, on a xAI plus les autres. Donc, qu'est-ce que c'est xAI? C'est sa boîte d'intelligence artificielle dans laquelle nous avons Grok, nous avons Starshield, nous avons X, donc anciennement Twitter. OK? Et ça représente environ 1,5 milliard du chiffre d'affaires total de SpaceX. Maintenant, regardons les revenus clés, les chiffres clés en 2025. Revenus sur l'année 2025, entre 15 et 18 milliards de dollars. EBITDA, environ 8 milliards de dollars hors xAI. Qu'est-ce que c'est que l'EBITDA? Ce sont les gains. En fait, c'est une manière de calculer la rentabilité pure d'une entreprise. Donc, EBITDA, ce sont les gains, mais avant imposition, taxation, intérêt et le dernier, avant l'argent que tu dois, en gros. OK? Et perte consolidée, moins 5 milliards de dollars avec xAI. Parce que oui, xAI, pour l'instant, eh bien, c'est comme un petit boulet qu'il traîne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait la fusion entre SpaceX et xAI. xAI, Twitter, Grok, eh bien, ce n'est pas encore rentable. Avec ça, il perd de l'argent. Donc, il les a absorbés avec SpaceX pour qu'on arrête de le faire chier. Starlink, c'est plus de 10 millions d'abonnés. Starlink, c'est plus de 9600 satellites en orbite, ok, sur un total d'environ 40 000 satellites qu'il aimerait mettre en constellation dans l'espace. Lancement en 2025, il a fait 165 lancements. C'est bien évidemment un record, ok. Aucune entreprise n'a jamais fait autant de lancements en une année. SpaceX est la première entreprise privée à réussir à envoyer une fusée en orbite. Avant, il n'y avait que les États. Il y avait la Chine, il y avait les États-Unis et il y avait la Russie, ok, et l'Europe. Donc, la valorisation attendue au cours de l'IPO, c'est 1,75 trillion de dollars. Et c'est clairement, si ça passe, si c'est validé, ça sera l'entreprise la plus cotée au monde, la plus valorisée au monde. Les 3 drivers qui comptent concernant SpaceX, eh bien, le premier, c'est bien évidemment Starlink, parce que Starlink, c'est la machine à cash, c'est la banque. Il y a plus de 10 millions d'abonnés et en ce moment, eh bien, chaque année, le nombre d'abonnés est littéralement doublé. En même temps, tu m'étonnes avec tous les conflits qu'il y a dans le monde à l'heure actuelle, tous les régimes tyranniques qui coupent Internet à ses habitants, eh ben forcément, ils ont besoin de Starlink, ils utilisent Starlink. Donc, le nombre d'abonnés de Starlink double chaque année. Starlink est présent dans plus de 155 pays et on estime que on a un potentiel de marché estimé à 1,6 trillion de dollars. Si jamais tous les pays africains, tous les pays qui sont encore relativement pauvres dans l'Asie, Asie du Sud-Ouest, Asie du Sud-Est commencent à utiliser Starlink. Starlink, pareil, pour des pays d'Amérique du Sud, ça représente un marché énorme. Starlink est le seul secteur de SpaceX qui est extrêmement rentable, qui génère du cash flow. Et donc, il utilise le cash flow généré par Starlink pour investir
dans Starship et dans xAI et Terafab. OK? Ensuite, à 20%, on a Starship. Starship, les amis, c'est le transport. Son objectif avec Starship, c'est de mettre plus de 100 tonnes en orbite. Son objectif, c'est d'atteindre les $100 par kilogramme envoyé dans l'espace. Là aussi, on est sur une prouesse technologique en termes d'innovation dans le domaine spatial. Pourquoi? Parce que la NASA, les amis, c'est $50 000 par kilogramme envoyé dans l'espace. C'est-à-dire que la NASA paye $50 000 pour envoyer quelque chose en orbite dans l'espace. A contrario, Ariane, l'entreprise européenne spatiale, on est à peu près sur du 10 à $20 000 par kilo envoyé dans l'espace. À l'heure actuelle, Starship, eh bien, on est sur environ 700 à $1 300 par kilo. Mais son objectif, eh bien, c'est de passer à $100 par kilo envoyé dans l'espace. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énormissime. Il vise aussi des contrats avec la NASA pour aller sur la Lune, pour créer des bases spatiales sur la Lune et ravitailler potentiellement des astronautes qui seront présents sur la Lune, parce que ça y est, Donald Trump a signé un décret, les États-Unis vont se remettre à aller sur la Lune très prochainement, et donc un contrat à hauteur de 2,9 milliards de dollars. Et bien sûr, eh bien, c'est l'envoi de satellites, de bases et de compute mathématiques. Et ensuite, eh bien, à 10%, on a xAI plus Terafab. Je vous en parlais, xAI, c'est son entreprise d'intelligence artificielle qui regroupe X, donc Twitter, qui regroupe Grok, son chatbot, qui regroupe Starshield. Starshield, c'est quoi? C'est tout simplement l'analyse de données, la récolte et l'analyse de données qui est destinée au gouvernement américain et au département du ministre de l'Intérieur américain, ok, de la Défense, du département de la Défense aux États-Unis américains. Et Terafab, qu'est-ce que c'est? Terafab, c'est un tout nouveau projet qui vient juste de lancer. Et en fait, Terafab, ça va être un peu une gigafactory comme ce que peut l'être Tesla, ce qu'il a au Texas avec Tesla. Ça va être une gigafactory dans laquelle il va développer des semi-conducteurs, donc des puces électroniques, parce que Elon Musk, il en a ras-le-bol de dépendre des puces électroniques de TSMC, surtout que vous savez, TSMC a énormément de clients et ne produit pas assez rapidement. Je veux dire, quand vous êtes client, par exemple, vous êtes, je sais pas moi, Google ou Tesla, vous êtes Tesla, vous êtes Elon Musk, vous voulez acheter des puces électroniques pour faire fonctionner vos engins, vos Tesla ou vos satellites ou autres, eh bien, vous devez passer commande à TSMC et vous êtes livré plusieurs mois, plusieurs années plus tard. Elon Musk, il n'est pas tout en haut de la liste. Donc, il n'a pas la priorité. Donc, il en a marre. Il se dit, écoutez, moi, si je veux pouvoir avancer, eh bien, il va falloir que j'ai mes propres usines de fabrication de puces électroniques. Et ce qu'il va essayer de faire avec Terafab, c'est de fabriquer des puces électroniques encore plus fines que celles fabriquées par TSMC. Et pour ça, eh bien, il dit qu'il va devoir investir environ 20 à 25 milliards de dollars. xAI Terafab, c'est un peu le cerveau. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, son IA Grok, il a une IA Grok plus un supercalculateur. Pareil, dans le Tennessee, à Memphis, il est en train de construire une usine énormissime qui va être un supercalculateur. Ensuite, il espère envoyer 1 million de satellites data center en orbite, parce qu'en fait, Elon Musk, ce qu'il dit, c'est que pour faire tourner l'IA, ça coûte extrêmement cher. On a besoin d'énormément d'énergie, on a besoin de refroidissement et on a besoin de prendre énormément d'espace. Je ne sais pas si vous avez vu les data centers qui sont en train d'être construits aux États-Unis. Ils s'étalent sur plusieurs hectares. Ce sont des fermes énormissimes. Ok, et c'est extrêmement coûteux. En plus de ça, il y a la population qui est relativement contre la création de data centers. Je ne sais pas si vous entendez un peu les news aux États-Unis, mais les Américains qui vivent dans des endroits où justement il y a des data centers qui viennent s'installer, eh bien, ils sont totalement contre et ils s'y opposent. Parce que quand tu as un data center, eh bien, ton data center, il consomme toute l'énergie autour de lui. Donc, énormément d'énergie. Donc, forcément, tu as une demande de l'énergie dans le secteur qui monte et tu as les factures d'électricité de tous les habitants qui habitent autour du data center qui montent aussi. Donc, ça crée de l'inflation. Ensuite, le refroidissement, pareil, ça consomme énormément d'énergie et c'est très technique. Et un data center ne crée pas d'emploi, puisqu'un data center, eh bien, ce sont tout simplement des machines, des logiciels électroniques qui fonctionnent sans cesse. Donc, à part un gardien avec son chien, eh ben, tu as besoin de personne. Donc, Elon Musk, il a dit, écoutez, en fait, les data centers, moi, je vais les construire dans l'espace.
Et pourquoi est-ce que dans l'espace, c'est encore mieux? Eh bien, parce que dans l'espace, tu profites de l'énergie solaire. Vous savez, le soleil, c'est la plus grande source d'énergie qui existe dans le monde entier. Je dis bien dans le monde, mais je devrais dire dans la galaxie, dans l'atmosphère, dans ce qu'on peut voir. Vous voyez, le soleil, c'est notre plus grande source d'énergie. À l'intérieur du soleil, nous avons ce qu'on appelle de la fusion nucléaire. Et il y a des chercheurs qui sont en train de bosser dessus parce que si on arrive à récolter de l'énergie via la fusion nucléaire, et ben c'est bon, on aura un nombre illimité d'énergie jusqu'à la fin de notre vie pour un coût extrêmement bas. Pour l'instant, il n'y a que le soleil qui arrive à faire de la fusion nucléaire et à provide de l'énergie via la fusion nucléaire. Donc, ces data centers qui sont en orbite dans des satellites dans l'espace pourront recevoir leur énergie, pourront fonctionner grâce à l'énergie solaire. Refroidissement, tu n'as pas vraiment besoin de refroidissement dans l'espace puisque vu que tu es dans l'espace, tu tournes aux alentours d'une température qui se trouve environ à 0 degré. Donc, si jamais tu as besoin de réchauffer une partie, vous voyez, si jamais vous avez votre orbite qui est comme ça, donc votre data center qui est là, ici, il y a le soleil, donc tu as l'énergie qui vient là. Et là, cette partie-là, elle est plutôt chaude. Mais cette partie-là, du coup, qui va être à l'ombre, elle va être toute froide. Pour réguler, tu auras juste à mettre quelques radiateurs. Ça sera facilement géré. Donc, son objectif, c'est de mettre des data centers dans l'espace. Comme ça, il va pouvoir en mettre au maximum. Et il voudrait étendre le compute dans l'espace. Donc, le compute engineering, ce sont tout ce qui est supercalculateur. Donc, c'est grâce à tous les modèles d'intelligence artificielle qui vont analyser en temps et en heure très rapidement toute la data. OK? Donc, les 3 drivers les plus importants de SpaceX, ce sont ces 3-là. Starlink, Starship, xAI et Terafab. Pourquoi personne ne peut rattraper SpaceX? Et ça, c'est très important. Parce que SpaceX a réussi à diviser par 50, entre 50 et 100, le kilogramme envoyé sur l'espace, enfin dans l'espace. La NASA, 50 000 $ par kilogramme. Ariane, 10 à 20 000 $ par kilogramme. SpaceX, 700 à 1300 $ par kilogramme. Et objectif avec Starship, c'est 100 $ par kilogramme. Donc là, il est clairement en avance. Et vous savez ce qu'il dit Musk? Il dit, quand on lui demande quelle est la meilleure pièce pour aller ici, vous connaissez sa réponse, pas de pièce. Moins nous avons de pièces, mieux c'est. Ensuite, la réutilisabilité. Après le décollage, le bas de la fusée, ce qu'on appelle le booster, revient se poser et peut revoler jusqu'à 20 fois, même plus de 20 fois. Et ça, c'est énormissime. Tandis que les concurrents, eux, lorsqu'ils font un vol, après, tout est jetable. Ils ne peuvent strictement rien réutiliser. Donc là, ils divisent encore les coûts de production d'une fusée par beaucoup. Ensuite, le nombre de satellites Starlink déployés. Il y a plus de 9600 satellites en orbite qui tournent autour de nous. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son objectif, c'est d'en avoir environ 40 000. À titre de comparaison, Blue Origin avec le projet Kuiper. Donc, Blue Origin, c'est la société de Jeff Bezos. Kuiper, c'est son projet de satellite. Ils sont environ 270 et Jeff Bezos aimerait en envoyer environ 3000. Et puis, OneWeb, c'est environ 600. Donc là, sur les satellites déployés, il a environ 3 à 5 ans d'avance minimum. Intégration verticale, et là, ça fait une énorme différence. Les moteurs, les fusées, les satellites, les stations au sol, les softwares, les puces, tout est fait à la maison. Elon Musk, c'est un entrepreneur, un innovateur, un visionnaire, mais aussi un industriel, puisqu'il fabrique tout lui-même. C'est pareil avec ses Tesla. Tesla, il a des usines et il fabrique toutes les pièces de A à Z. Maintenant, on va parler de l'IPO. On va rentrer dans les chiffres de l'IPO. Donc, la valorisation ciblée, c'est 1,75 trillion de dollars. Il vise une levée de fonds de 75 milliards de dollars. Price Sales Ratio, 108. Donc, qu'est-ce que c'est que le Price Sales Ratio? C'est la valorisation divisée par le revenu. Et en gros, ça nous dit combien est-ce que les investisseurs sont prêts à payer pour 1 euro de chiffre d'affaires? Donc là, en gros, pour SpaceX, les investisseurs sont prêts à payer 108 $ pour 1 $ de chiffre d'affaires. Allocation retail, il y aura environ 30% qui seront réservés au retail. Maintenant, comparons avec les précédentes méga IPO. On a eu Rivian en 2021, valorisation à 100 milliards de dollars. Ils n'avaient pas de revenus à l'IPO. En 1 an, ils ont perdu moins 80%. Uber en 2019, 82 milliards de dollars
lors de leur introduction en bourse, ils avaient un price sales ratio de 5,4. Donc, pour chaque dollar de chiffre d'affaires, les investisseurs étaient prêts à payer 5,4 dollars. Sur un an après leur lancement, ils ont fait moins 49%. Meta, en 2012, 104 milliards de dollars de valorisation, 25 de price sales ratio. Et après leur lancement, sur l'année, ils ont fait moins 49%. Puis, on a vu le premier rebond. Et enfin, l'entreprise actuelle la plus valorisée dans le monde, Saudi Aramco, en 2019, a été valorisée à 1,7 trillion de dollars. Price sales ratio 6. Et sur un an, ils ont fait moins 15%. Ce qu'on vise avec SpaceX, c'est une valorisation entre 1,75 trillion de dollars et 2 trillions de dollars. On vise un price sales ratio de 108 et performance sur un an, eh bien, on ne le connaît pas encore. Les 4 risques que personne ne vous dit concernant SpaceX. En numéro 1, c'est la survalorisation. Le price sales ratio de 108, c'est le plus cher de l'histoire. Nvidia au pic AI, c'était du 40. Donc, il n'y a aucune marge d'erreur. Voilà, Nvidia, on était à 40. La SpaceX, on est à 108. Ça veut dire que les entreprises, les banques, les investisseurs sont extrêmement hype et veulent absolument acheter du SpaceX. Ensuite, en numéro 2, Blue Origin Kuiper, le projet de Jeff Bezos. Il faut faire attention parce que vous savez, Jeff Bezos et Elon Musk, ce sont de très, très gros concurrents depuis la nuit des temps. Ils se sont lancés tous les deux dans le domaine du spatial. Sauf que Elon Musk a littéralement explosé Jeff Bezos dans la course. Voilà. Ensuite, Elon Musk, bien évidemment, c'est un risque parce que Elon Musk, c'est Elon Musk. Elon Musk, il incorpore à lui tout seul ses entreprises. Quand on investit dans une entreprise d'Elon Musk, on investit parce qu'il y a Elon Musk. On n'investit pas forcément dans l'entreprise ou dans le projet. S'il n'y avait pas Elon Musk dans SpaceX, on n'investirait pas dans SpaceX parce qu'on ne croirait pas forcément à toutes les belles promesses de SpaceX. Si jamais Elon Musk est distrait avec XAI, Twitter, Tesla ou encore la politique, vous savez qu'il soutient le camp des Républicains. D'ailleurs, bientôt, il y a les élections, il y a les mi-mandats, il y a des nouvelles élections au Sénat et Elon Musk a décidé de soutenir plusieurs sénateurs républicains. Si jamais Musk part, là, faut s'attendre à une chute de moins 30, moins 50% immédiatement. Si Musk est pris dans des controverses, ses contrats avec, par exemple, la NASA ou avec d'autres entités, d'autres entreprises, que ce soit des pays ou des entreprises, peuvent être menacés. Et XAI Consolidation, merger XAI à 5 milliards de pertes consolidées, les investisseurs pure play spatial forcés à subir les haies, opacité financière. En fait, ce que ça signifie, c'est que, vous voyez, Elon Musk, il a voulu faire un move que lui a jugé stratégique en absorbant XAI via SpaceX, parce que XAI n'était absolument pas rentable. XAI, c'est plus de 5 milliards de pertes. Bon, après, faut savoir que la plupart des entreprises d'intelligence artificielle à l'heure actuelle enregistrent des pertes. C'est aussi le cas de OpenAI avec ChatGPT. Et donc, forcément, s'il y a des investisseurs qui veulent spécialement investir dans le spatial et qui se retrouvent à devoir investir sur SpaceX, mais que SpaceX a aussi de l'intelligence artificielle, tout ça, on a une perte de cette opacité financière. Donc, il va falloir faire attention à ces 4 facteurs. Ce sont les 4 facteurs qui sont un risque tout simplement. Ensuite, nous allons voir les scénarios probabilisés. Donc, on est bullish avec 30% de probabilité de faire un plus 60 à plus 120% à l'IPO avec une valo atteignant les 3 à 4 trillions de dollars. Si Starlink, pas l'IPO, juste après l'IPO, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années suivant l'IPO. Si Starlink atteint les 20 millions d'abonnés, si Starship est opérationnel, si Kuiper, le projet de Jeff Bezos, échoue. Alors là, SpaceX va avoir une autoroute devant lui et va pouvoir tout simplement tout exploser et rafler le marché. Ensuite, le scénario de base avec 45% de probabilité, on a un plus 20 à plus 45%, une valo de 2,1, 2,5 trillions de dollars. Si la croissance de Starlink ralentit légèrement, faut savoir que là, pour l'instant, il fait du x2. Donc, il double son nombre d'abonnés chaque année. Mais s'il y a des concurrents qui arrivent comme Starlink et comme Kuiper ou comme un autre concurrent dont on parlera juste après, s'ils arrivent, les abonnements à Starlink peuvent potentiellement ralentir. Si Kuiper prend 20%,
et si Starship a du retard de livraison. Ensuite, probabilité 20% qu'on soit baissier, donc qu'on soit en bear, moins 30 à moins 45%. Valorisation 0,9, 1,2 trillion de dollars. Si on a une compétition féroce, si XAI continue de cramer du cash, si Starship, si on a de nombreux échecs avec Starship, ok, donc si ces prochaines fusées, eh bien, elles explosent, et si Musk est pris dans certains scandales. Ensuite, le crash avec 5% de probabilité, moins 55 à moins 70%, Valo 0,5 trillion, donc 500 milliards, explosion des fusées, des nouvelles régulations concernant le spatial, parce que oui, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du spatial. Quand vous mettez tous ces satellites en orbite là-haut, eh bien, il y a des risques qu'une météorite vienne toucher un satellite et qu'ensuite le satellite se crache sur Terre. Il y a des risques aussi de collision. Bientôt, on dit qu'avec tous les satellites que Elon Musk voudrait lancer, plus les satellites que la Chine voudrait lancer, plus les satellites que Jeff Bezos voudrait lancer, eh bien, on va arriver sur notre première couche spatiale qui va être totalement saturée. Vous savez que lors de l'année 2025, on a failli avoir 5 collisions, 5 ou 6 collisions. Elles ont été évitées de justesse. Et ensuite, eh bien, si jamais Musk quitte l'entreprise, ou si jamais eh bien, sa constellation de satellites est bloquée, on ne sait pas pourquoi, un bug général ou autre. En moyenne, eh bien, ce qu'on pense en termes de valorisation, c'est qu'on va avoir un plus 31%. Mais à la suite de l'IPO, mais il y a 25% de chances de perdre moins 30 à moins 70%. Et ça, il faut les garder dans un coin de notre tête. OK? Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est acheter à l'IPO Day One. Donc, dès que SpaceX va entrer en bourse, acheter, ça, faut surtout pas le faire. Pourquoi? Parce que les prix sont gonflés par la hype. Les institutions qui ont plusieurs millions de dollars, comme les banques, JP Morgan, les gros fonds d'investissement, etc., sont rentrés bien avant. Ok, ils sont déjà rentrés. Il y a beaucoup de banques qui ont déjà investi, par exemple, dans XAI, dans X, dans Grok, etc., qui ont eu des droits d'entrée avant l'introduction en bourse. Et donc, lorsque l'IPO va avoir lieu, il va y avoir une FOMO et une hype énorme. Le prix va sûrement, boum, exploser. Comme je vous l'ai dit juste avant, on va prendre environ 30, 25, 30% dès l'IPO. Boum. Et puis là, que vont faire les institutions? Elles vont sortir. En plus de ça, il faut savoir que dans SpaceX, il y a eu des investissements de nombreux fonds internationaux comme les fonds d'Arabie Saoudite. Et eux, eh bien, ils n'ont pas été extrêmement satisfaits lorsque SpaceX a absorbé XAI. Donc, ils pourraient profiter de cette IPO et de cette énorme pump pour justement sortir. Donc, ce qui va se passer, c'est que les institutions vont prendre d'énormes profits. On risque d'avoir par la suite une correction de moins 30 à moins 40% dans les 6 à 12 mois post-IPO. Par exemple, Uber avait fait moins 49% l'année après son IPO. Ensuite, seconde erreur, mettre plus de 15% de son portfolio. C'est une concentration excessive. Si jamais l'IPO, si jamais SpaceX ne livre pas comme ce qu'il devrait le faire, eh bien, si on arrive dans une bear case, comme on l'a vu juste avant, eh bien, ça pourrait détruire votre portfolio. Donc, moins 15%, c'est énormissime. En plus de ça, Elon Musk, c'est quand même un risque. Si jamais Elon Musk a un problème, eh bien, Elon Musk, c'est toutes ces entreprises qui vont toucher terre, voilà, qui vont chuter, littéralement. Et troisième erreur, acheter parce que c'est cool. Ah, c'est cool, j'investis dans le domaine du spatial. Ah, c'est cool, j'investis dans une entreprise d'Elon Musk. Non, le narratif n'est pas égal à l'investissement. Ok, c'est pas parce que vous trouvez un narratif cool que ça y est, ça justifie votre investissement. Mars, la planète Mars, fait $0 de revenus. Starship, ça peut être une loterie. Starlink, c'est la vraie valeur du projet. Ok, et pourtant, ce qui nous vend, c'est les fusées et la colonisation de Mars. Mais pour l'instant, les fusées et la colonisation de Mars, ça ne marche absolument pas. Ça lui rapporte $0. Ce qui rapporte de l'argent, c'est Starlink. La vraie valeur, c'est Starlink. Et ça, il faut s'en rendre compte. Donc, on n'investit pas dans SpaceX parce qu'on trouve ça cool de vouloir coloniser Mars, de vouloir envoyer des fusées dans l'espace. Non, on regarde d'abord comment est-ce que SpaceX génère de l'argent. Et SpaceX génère de l'argent à l'heure actuelle grâce à Starlink.
D'accord? Donc là, je vous présente une stratégie pour investir dans SpaceX en 5 phases. La première, IPO annoncé. On observe la hype. Il va y avoir une FOMO énormissime parce que tout le monde va vouloir acheter SpaceX. SpaceX à l'IPO, l'introduction en bourse, va exploser. Ça, je me fais pas trop de soucis. J'en suis pratiquement sûr. Mais nous n'achèterons pas à ce moment-là. Parce que derrière, eh bien, SpaceX va chuter. OK? Dans les 6 à 12 mois post-IPO, on va avoir une correction de 30 à 40%. Pourquoi? Parce que toutes celles et ceux, et surtout toutes les institutions qui seront rentrées bien avant ou qui auront acheté lors de l'IPO, ça va pumper et nous allons avoir une énorme prise de profit. Ça fait ça à chaque fois. Peut-être il y a quelques pourcents de chances que ça soit différent pour SpaceX, mais toutes les IPO des plus grosses boîtes, ça s'est passé exactement de la même façon. FOMO, hype, pump, prise de profit, dump. Donc, on va attendre 6 à 12 mois post-IPO, une correction de 30 à 40% et nous allons commencer à acheter SpaceX. Nous allons tout faire pour entrer sur un Jeep. Ensuite, nous allons monitorer en continu. On va traquer les métriques, la croissance de Starlink, les envois de Starship, les résultats de Blue Origin, ok, la concurrence. Et puis ensuite, eh bien, on cherchera une exit stratégie où on maintiendra pour le restant de notre vie jusqu'à la colonisation de Mars. Bull case, on hold pour 5 à 10 ans. Et si jamais on a des red flags, eh bien, on sort. Et nous allons voir les red flags juste après. Maintenant, je vous conseille une position sizing. Vous êtes conservateur, exposition seulement. Pour ceux qui veulent juste participer sans trop de risques, 2 à 5%. Balanced, pour ceux qui sont moyens. Vous voyez, en termes d'exposition, 5 à 10%, idéal, bon ratio risque-reward, tu captures l'upside sans te détruire en bear case. Si vous êtes un investisseur agressif, 10 à 15%, max, vous avez de grandes convictions, si vous avez de grandes convictions uniquement, et si Starlink a une croissance supérieure à 40% par an qui est confirmée, danger. Si vous investissez plus de 15% de votre cash disponible pour votre portfolio, si vous avez plus de 15% de votre portfolio dans SpaceX, vous êtes en danger. Moi, je vous conseille de ne jamais le faire. Single stock risk plus Musk risk, c'est une combinaison toxique. La concentration de votre argent, de votre cash sur un seul titre, eh bien, c'est la mort absolue. OK? Donc, la règle d'or, jamais plus de 15% sur un single stock, surtout quand le CEO tweet à 3 heures du matin. L'idée smart, jouer l'écosystème. Et ça, c'est mon conseil. OK, à l'IPO, comme je vous l'ai dit juste avant, concernant SpaceX, on va pas forcément chercher à entrer et à acheter le titre dès l'IPO, dès son introduction en bourse. Non. Nous, ce qu'on va chercher à faire, eh bien, ça va de jouer l'écosystème parce que, comme je vous l'ai dit, tous les retails vont être hyper hype. Ils vont absolument vouloir acheter de SpaceX. Sauf que lorsque SpaceX va entrer en bourse et que tous les yeux vont être tournés vers justement eh bien, l'industrie du spatial, toutes les entreprises qui sont dans cette constellation spatiale vont prendre en valeur. Et c'est pour ça que j'ai fait des recherches et j'ai trouvé des entreprises qui étaient extrêmement intéressantes. Quand SpaceX IPO sort, tout le spatial pump, mais SpaceX sera survalorisé. Les autres seront sous le radar puisque seuls les gens intelligents, les investisseurs intelligents vont justement penser à ça. Tiens, il y a la FOMO sur SpaceX, ça va être survalorisé. On ne va pas entrer sur SpaceX, mais on va profiter du pump de l'industrie spatiale créée par SpaceX pour justement investir dans d'autres entreprises qui sont dans le spatial. Donc, la première entreprise, c'est Rocket Lab, avec un potentiel de x3, x5 market cap, 38 milliards de dollars. Bull. Voilà, Rocket Lab, aujourd'hui, ils font des lanceurs en électrons. Mais demain, ils aimeraient faire des lanceurs en neutrons. Ils font des neutrons, ils espèrent pouvoir faire des lanceurs avec des neutrons au Q4 2026. Ils ont 1,85 milliards de dollars de contrats. Ils ont réussi à faire 85 lancements. Et leur NSSL Lane 1 représente 5,6 milliards de dollars. Donc, en fait, Rocket Lab, c'est tout simplement une entreprise qui fabrique des satellites. OK, ils fabriquent des satellites et des composants pour des entreprises qui, justement, elles, vont envoyer des fusées ou vont avoir une activité spatiale. D'accord?
Donc en fait, Rocket Lab, c'est un petit peu SpaceX, mais en mode B2B. Ils fabriquent des composants pour les entreprises spatiales et revendent ces composants aux entreprises spatiales. Risque PS, Price Sales Ratio 44. C'est une entreprise qui n'est pas encore profitable et leur lancement avec les neutrons ont été retardés. Voilà, ils n'ont toujours pas réussi à livrer. Ensuite, AST Space Mobile, market cap 26 milliards de dollars. Bull, et ben en fait, eux, ce qu'ils font, AST Space Mobile, c'est qu'ils envoient des satellites dans l'espace et vous, avec votre téléphone, eh bien, vous vous connectez directement au satellite et boum, vous avez Internet. Donc, ça couvre à peu près tous les endroits du monde entier. Ils ont environ 40 à 60 satellites visés fin 2026. Mais en fait, le problème, c'est que AST Space Mobile passe par les entreprises téléphoniques AT&T, Verizon et Vodafone. Donc, en gros, ils travaillent ensemble. L'entreprise AST Space Mobile met les satellites dans l'espace et ensuite, eh bien, AT&T, Verizon, Vodafone récupère la donnée Internet et puis peut l'envoyer, boum, à toutes les personnes qui auront pris l'abonnement, par exemple, AT&T plus Space Mobile. Ok, ces personnes-là pourront avoir Internet n'importe où dans le monde. Le risque, capital intensive, revenus. Ils ont fait pour l'instant 71 millions de revenus alors qu'ils ont dépensé 263 millions. Et il y a la concurrence de Starlink. Starlink, les satellites d'Elon Musk, qui essayent ou qui sont en train justement de mettre en place un service de Internet satellite directement au portable. Parce qu'à l'heure actuelle, eh bien, quand vous avez acheté un abonnement Starlink, vous devez recevoir l'antenne et mettre l'antenne quelque part. Et AST Space Mobile, avec eux, il n'y a pas besoin d'antenne. C'est directement satellite portable. Avec Starlink, c'est satellite, antenne, portable. Ok, vous comprenez la différence? Et là, Starlink, eh bien, ils sont en train justement d'aller sur le terrain de AST Space Mobile. Et donc, ça peut être mauvais pour AST Space Mobile. Ensuite, on a Redwire qui construit de l'infrastructure spatiale. Market cap 500 millions à 1 milliard. En fait, eux, ce qu'ils construisent, ils construisent des modules, des antennes, des panneaux solaires qui vont être envoyés dans l'espace et puis ils vont potentiellement mettre des antennes ou des panneaux solaires sur la Lune, dans l'espace, etc., etc. Ils construisent de l'infrastructure spatiale. Ils ont déjà des contrats avec la NASA et avec le ministère de la Défense américain. Le problème, c'est qu'ils sont dépendants aux contrats gouvernementaux et c'est une small cap, donc il y a de la volatilité. Ensuite, on a Intuitive Machines. Eux, ce qu'ils font en fait, ce sont des atterrisseurs. Donc, ils construisent des atterrisseurs et l'objectif, eh bien, c'est de vendre ces atterrisseurs à des entreprises spatiales qui vont pouvoir s'en servir pour directement atterrir sur la Lune. Eux, ils sont spécialisés dans les missions lunaires. Ils font tout ce que vous pouvez trouver sur la Lune, tout ce qui va servir à aller sur la Lune. Donc, ils supply NASA avec leur projet Artemis. Le projet Artemis de la NASA, c'est justement de renvoyer des astronautes sur la Lune. Ils ont un contrat long terme. Le risque, eh bien, c'est que la NASA ait un coût de budget et que la NASA n'exécute pas forcément la mission Artemis. Ok ? Et là, Lunaire pourrait littéralement se vautrer. Donc, les red flags. Si jamais vous avez du SpaceX, si jamais vous voyez ces red flags, vigilance, ok, il faut surveiller ça. Vendre immédiatement si Starlink croissance abonnés inférieure à 15% par an pendant 2 trimestres. Donc, si on voit que Starlink n'arrive plus à acquérir de nouveaux clients, eh bien, il va falloir vendre. Si Starship, s'il y a 3 échecs consécutifs, donc de lancement de fusée majeure, eh bien là, c'est pareil. Ça sent pas très bon. Ensuite, on a Blue Origin Kuiper. Si jamais Blue Origin de Jeff Bezos annonce plus de 1 million d'abonnés avec des prix agressifs pour avoir accès à l'Internet via ses satellites, eh bien là, ça peut sentir beaucoup moins bon pour Starlink parce que tous les clients de Starlink pourraient se rediriger vers Kuiper. Si jamais Elon Musk annonce son départ de SpaceX, bon, à mon avis, ça n'arrivera pas. Hein. Vu qu'avec SpaceX, il veut coloniser Mars, et son but ultime, c'est de mettre les pieds sur Mars, c'est d'aller sur Mars de son vivant. Si le gouvernement américain annule ses contrats majeurs, donc la NASA et le ministère de la Défense américaine, si la valorisation de l'IPO est supérieure à 2,5 trillions de dollars. Alors, au-dessus des 2 trillions de dollars, on est dans une bulle, ça va exploser, c'est survalorisé. Faut vraiment pas acheter, faut vraiment pas être présent, faut s'empresser de vendre. Là, vraiment,
Au-dessus des 2,5 trillions de dollars, on est dans une grosse bulle. Si jamais les médias commencent à hype SpaceX to 5 trillions partout, ça veut dire qu'on est sur un top. Ok, vous le savez, c'est pareil avec les crypto-monnaies. Quand tout le monde est en train de dire Bitcoin à 1 million, Bitcoin to the moon, acheter du Bitcoin, quand les médias commencent à en parler, c'est que c'est trop tard et c'est qu'il faut vendre. Donc, ça sera le signal qu'on sera sur un top de marché. Ensuite, les insiders. Si les insiders se mettent à vendre massivement post-IPO, donc si la smart money commence à sortir, bah là, c'est pareil. C'est peut-être qu'ils ont eu des informations que nous, on n'aura pas eu. Et là, ça pourrait commencer à craindre. OK? Ensuite, si on a 1, 2 red flags, de ces red flags, eh bien, vigilance. Si on a plus de 3 de ces red flags, eh bien, on sort immédiatement. C'est la règle. D'accord? Maintenant, je vais vous partager des choses pour traquer la data. Ce sont des sources gratuites que 99% des investisseurs ignorent. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message, je vous enverrai le PDF et comme ça, vous pourrez directement cliquer sur ces reports. Donc là, FCC Feelings, là, on suit un petit peu Starlink Spectrum, l'expansion de Starlink par pays, la croissance de ses proxys. Ensuite, Reddit Air Starlink, donc c'est le lien d'un Reddit qui parle de Starlink, c'est le sentiment des utilisateurs. Quality Report, il parle de la qualité de Starlink, du service Starlink. Et ça peut nous donner Churn Signals. Churn Signals, c'est le désabonnement. Vous savez, Starlink fonctionne par abonnement. Donc, si on a du churn qui commence à arriver, ça veut dire que les gens commencent à se désabonner. FAA Launch License, Starship Test Schedule Delays est égal red flag. Donc, sur ce site-là, on peut voir quand est-ce que sont prévus les prochains lancements de Starship. Si jamais il y a du retard, on commence à avoir un red flag. Ensuite, Glassdoor SpaceX. Donc ça, c'est tout simplement les avis des employés, le moral des employés, le turnover, donc ceux qui se font virer, qui quittent l'entreprise, qui reviennent dans l'entreprise, ok? On peut vraiment tout suivre. Speedtest.net, ça, ce sont les performances de Starlink contre la fibre 5G. Plus c'est bon, plus Starlink va vite, ok? Plus Starlink est puissant, eh bien mieux c'est. Et ensuite, eh bien Amazon Earnings, donc Blue Origin, Kuiper, les mentions Capex, Timeline, donc les chiffres de Kuiper, parce que si Kuiper grossit, grandit, explose, on peut potentiellement prendre du terrain à Starlink. Si tu traques ces datas avant que les marchés réagissent, eh bien là, tu as un vrai edge. Et donc, on arrive sur la fin de cette conférence. En conclusion, SpaceX, c'est probablement une des entreprises les plus importantes du siècle, mais investis comme un institutionnel, pas comme un fanboy. Ne te laisse pas avoir par la FOMO et la hype du lancement de l'introduction en bourse. Je pense que SpaceX devrait prendre globalement plus 31% de valeur. On a un risque-reward asymétrique et la patience va être notre edge. Puisque comme je vous l'ai dit, notre stratégie ne va pas être d'acheter lors de l'IPO, mais va être d'acheter un petit peu plus tard lorsque les institutions auront pris leur profit, lorsqu'on aura eu un premier top de marché, retracement. Nous, ce qu'on visera, c'est le prochain dip. Et ce dip-là, si on l'a, bam, on ira tout droit sur Mars avec Elon Musk. To the moon, but at the right price. Si jamais vous avez des questions, les amis, je vous écoute. On se dit à très vite et let's investing.